Oui, donc je vais vous présenter en fait une étude, un projet qui a permis d'effectuer une évaluation de l'exposition air et bruit dans les écoles. Donc c'est une étude qui a été financée par le ministère de l'écologie et par la DREAL Hauts-de-France. Alors je vais juste, juste représenter très rapidement en fait le CEREMA pour ceux qui le connaîtraient un peu moins. Donc le CEREMA, c'est un organisme, un établissement public qui est lié au ministère de la Transition écologique. En fait, c'est un organisme qui fait le trait d'union entre l'État et les collectivités. Et puis, voilà, juste pour vous indiquer qu'en 2023, le CEREMA, modifie sa gouvernance avec une ouverture aux collectivités. Et qu'il y a actuellement, en fait, voilà, une campagne d'adhésion des collectivités au CEREMA. Donc vous pouvez le voir, en fait, le CEREMA, c'est un organisme qui est positionné sur l'ensemble du territoire national, avec des équipes dans chacune des régions. Et puis là, je représente, en fait, voilà, l'équipe de la direction Hauts-de-France. Et les différents, voilà, ce qui est important, c'est que en fait, les sujets, qualité de l'air, bruit, voire même vibration, sont regroupés dans un domaine plus global, qui est le domaine environnement et risque, et qui va travailler en fait vraiment avec les autres domaines que vous pouvez voir ici du CEREMA, qui sont très très larges. Alors sur le domaine des écoles, c'est le domaine aussi bâtiment, le domaine mobilité, bien sûr, infrastructure de transport, et puis sur d'autres sujets, mer et littoral, et de manière plus transversale, tout ce qui peut concerner en fait l'ingénierie territoriale et l'expertise. Alors en ce qui concerne le projet, alors j'ai repris voilà, très rapidement le contexte. Donc le contexte en fait qui avait été déjà en fait au moment du lancement du projet assez connu finalement en fait. Avec j'ai repris en fait du coup deux paragraphes qui étaient indiqués par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc avec un taux d'occupation élevé dans les écoles, des mobiliers denses, on l'a déjà cité via les précédentes présentations, qui font que voilà, on a une problématique de qualité de l'air dans les écoles, souvent aggravée lorsque le renouvellement d'air est insuffisant. Donc c'était déjà une connaissance que l'on avait au démarrage bien sûr du projet. Et puis voilà, l'ANSES en fait récemment a estimé environ 19 milliards d'euros pour une année le coût de la pollution intérieure, qui correspond en fait au coût de l'impact sanitaire généré par voilà, les 6 polluants qui ont été pris en compte, qu'on a aussi cités en fait dans les présentations précédentes, donc le dioxyde d'azote, les particules. Voilà, on aura l'occasion voilà, d'y revenir. Alors, les objectifs du projet que l'on a mené, en fait, il y avait 3 objectifs. Alors, un objectif d'évaluation, de bilan, en fait, de l'exposition des enfants aux polluants de l'air intérieur et du bruit, lié aussi aux activités scolaires. Vous le verrez, en fait, l'étude en fait, n'a pas vocation à faire... c'est pas un projet qui va concerner un grand nombre d'écoles, mais en fait, on s'est focalisé à regarder un petit peu plus précisément comment on pouvait exploiter les données et les mesures qu'on avait en lien avec l'activité aussi au sein des écoles et l'environnement extérieur. On avait un deuxième objectif qui était donc de prendre en compte le transfert de l'air extérieur et du bruit aussi vers l'intérieur des classes. Et le troisième objectif, de formuler des préconisations, en tout cas de vérifier les préconisations et peut-être aussi les préciser dans le cadre des établissements scolaires. Alors, je vous présente ici la stratégie de mesure qui a été sélectionnée. Donc, c'était 3 écoles en Hauts-de-France. Donc, ce n'est pas un nombre important d'écoles, mais comme je vous l'ai dit, en fait, on a instrumenté en fait, du coup, 4 classes par école, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant voilà, 2 mois de l'année. Donc, on a 3 écoles, dont notamment l'école A et l'école C, qui sont situées à bordure de voies relativement importantes, notamment l'école A, qui est en proximité trafic. On a voilà, caractérisé à chaque fois, on va dire, les ouvrants de l'école, les caractéristiques en fait en termes de ventilation, de vitrage et aussi d'orientation des salles de classe par rapport aux voiries extérieures. Ça, c'est important quand même d'analyser ça, on va dire aussi un peu plus finement. Et puis les années de construction, bien sûr. Et ça a donné lieu, en fait, au préambule de cette étude, à un diagnostic bâtiment en fait, des écoles, mais aussi des classes. Donc là, je vous présente, en fait, pour une des écoles, en fait,
Donc d'abord le diagnostic, hein, c'était un bâtiment en béton, etc., avec parements en briques. Et puis en fait, on a eu aussi un diagnostic très précis en fait par salle de classe. Donc là, vous voyez en fait du coup le diagnostic qui a été effectué pour l'ensemble des 4 classes de cette école, qui reprenait en fait bien sûr la disposition, les ouvrants. Alors vous voyez déjà, on voit déjà qu'il y avait quelques problématiques d'ouvrants, hein, avec certains ouvrants qui fonctionnaient, on va dire, peut-être moins bien que d'autres. Et aussi un recensement en fait, des produits utilisés dans les classes. Ça, c'est une donnée aussi qui est importante parce que, voilà, on peut avoir des vernis, de la colle, des gouaches, etc. Et ce qu'on a déjà relevé dans ce diagnostic bâtiment, c'était que l'ensemble de ces produits n'étaient pas stockés dans des armoires voilà, ventilées. Alors, en parallèle de ça, on a fait aussi une analyse de toutes les pratiques de ménage au sein des établissements scolaires, puisque le ménage peut être également source de polluants. Alors, la stratégie de mesure que l'on a mis en place était assez innovante. On a travaillé avec un fournisseur de capteurs qui nous a conçu des capteurs, des boîtes, en fait, des box, qui ont permis en fait, du coup, de mesurer en fait, l'ensemble des polluants que vous voyez là. Donc, des polluants en jeu, hein, en plus des paramètres acoustiques. On a bien sûr aussi relevé les conditions météorologiques pour tout ce qui concernait en fait, les mesures extérieures. Et cela nous a permis en fait, d'obtenir une base de données relativement importante qui nous a permis en fait, de connaître en fait, les concentrations de polluants sur des journées scolaires pendant 2 mois pour chacune des écoles et sur des situations très très diverses. Je voulais quand même indiquer que voilà, cette étude en fait, nécessite aussi a nécessité une vigilance sur les données des capteurs. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de déploiements de capteurs au niveau des écoles et qu'il faut être, on va dire, très, très vigilant sur l'exploitation de ces données, sur la partie métrologique de ces capteurs. Et puis, enfin là, en l'occurrence, en fait, ces capteurs ont été, on va dire, comparés à des mesures, on va dire, réglementaires, normées. Donc ça, c'est un point voilà, important. Une fois qu'on a fait le diagnostic bâtiment, on a fait un suivi de l'occupation des salles de classe et des activités qui sont réalisées par les enfants. Donc dans un premier temps, en fait, c'est la pratique courante, hein, c'est qu'on va travailler à partir de questionnaires. Donc le questionnaire, en fait, avait du coup deux volets. Un volet qui était plus sur ce qu'on avait vu, le caractéristique du bâtiment, des salles et des pratiques de ménage. Donc ça, on avait eu un questionnaire par classe qui a été à la fois renseigné par les services techniques de l'école et le CEREMA. Bon, ce questionnaire n'a pas posé difficulté. En ce qui concerne le deuxième questionnaire, description de l'occupation de la salle et des activités, là, on met en œuvre en fait un questionnaire qui est par salle de classe, qui est renseigné par les professeurs. Donc c'est vrai que bon, c'est compliqué quand même de remplir, voilà. C'est pas évident non plus pour un enseignant de remplir très précisément ce questionnaire. Donc on a eu voilà, des questionnaires qui étaient remplis et puis parfois des données qui étaient manquantes. Alors du coup, on a effectué en fait une analyse des niveaux sonores parce que dans la box que je vous ai présentée, il y avait donc les polluants et les niveaux acoustiques. On a analysé, en fait, vous voyez un exemple d'analyse du bruit dans les salles de classe avec 2 points extérieurs. Et puis, alors, quand vous avez là, effectivement là, le temps, vous avez en fait les zones rouges qui concernent en fait le fait où on n'avait pas d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de bruit, hein, tout simplement. Et puis les zones, les zones jaunes qui représentaient en fait la présence des enfants. On a réussi effectivement avec le spectre acoustique des mesures bruit que vous pouvez voir là, par exemple, au sein d'une journée. On a pu, en fait, du coup, caractériser la parole des enfants, notamment à une certaine fréquence de bruit. Et comme on le voit, en fait, hein, on voit bien que les périodes où les enfants, par exemple, ne sont pas présents, c'est-à-dire les temps de récréation ou les pauses du midi, on voit qu'en extérieur, voilà, apparaissent, en fait, effectivement,
des niveaux sonores, mais qui sont un peu moins visibles, hein, parce qu'en extérieur, bien sûr, le bruit qui est induit par les enfants, en fait, on va le caractériser moins facilement, puisqu'on a le bruit de fond aussi environnant. Voilà. Donc ça nous a bien aidé pour l'étude, parce que ça nous a permis quand même de travailler un peu plus finement que uniquement sur la base des questionnaires. Donc je vais reprendre en fait. Alors l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner en fait du coup les grandes conclusions de cette étude-là. Je ne vais pas aller école par école, ça n'a pas d'intérêt pour vous. En fait, donc sur les paramètres de confort, les températures en été. Là, je vous montre sur la gauche un graphique qui à chaque fois va donner, donc là les températures estivales qui ont été mesurées, bon là c'est dans une école, mais les conclusions que je vous donne sont assez générales, en absence des enfants, en vert, en présence des enfants, en bleu, et lors des périodes de ménage. Donc à chaque fois on aura cette répartition-là des données, donc, et on visualise tout de suite dans les écoles, dans la plupart des écoles, on a visualisé des températures estivales très importantes, problématiques de confort l'été, et notamment 20 à 40% du temps de présence des élèves concernait des températures qui étaient supérieures à 28 degrés, pour au moins 2 écoles. Et on sait aussi, on a fait aussi le constat que souvent la configuration des locaux, en fait, des salles de classe, ne permettait pas de favoriser un rafraîchissement de certaines classes. En ce qui concerne les températures estivales, donc on repart sur un graphique qui reprend les codes que je vous ai donnés précédemment. On a également relevé dans la plupart des écoles et des salles en fait, des températures intérieures relativement élevées, aussi supérieures à 22 degrés. Donc paramètre de confort, ça veut dire plutôt entre 18 et 22 degrés. Là, on est quand même en période estivale très largement au-dessus de cette valeur-là. Et ce qui nous a permis aussi de montrer que les ouvrants en fait, ne sont pas ou très peu utilisés pour permettre de renouveler l'air. Parce que quand on regardait sur une journée, même sur les journées où la température extérieure était plutôt froide, on avait finalement très peu de température, on va dire, qui s'abaissait. Ce qui montre que les ouvrants n'étaient pas utilisés. Donc ne sont pas utilisés, on le verra après. Il y a des pratiques, bien sûr, des enseignants qui vont ouvrir les fenêtres, etc. Il y a les pratiques, bien sûr, mais il y a aussi les conditions. On a vu dans certaines écoles qu'on avait des freins en fait, à ouvrir les fenêtres avec du mobilier, parfois qui peut être devant les fenêtres ou des rideaux qui ne facilitent pas l'ouverture. Voilà. Il y a des pistes aussi d'amélioration sur les moyens mis en œuvre. En ce qui concerne le confinement, donc ça c'est pour illustrer aussi ce que les précédentes présentations ont dit. Bon, là, je vous montre sur la gauche en fait, un exemple de courbe qui indique en fait, les concentrations en CO2 en fonction du temps. Alors là, on avait pris les deux valeurs 1000 et 1700 ppm qu'on va retrouver après dans l'indice ICON, puisque c'est ça qui est pris en compte. Donc même si maintenant, au point de vue réglementaire, on est plutôt sur la prise en compte de 800 ppm, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un confinement en fait, qui est très élevé. Alors sur la gauche, vous avez la période hivernale et sur la droite en rouge, la période estivale. Donc on le voit aussi sur la période estivale, on a quand même un confinement qui s'améliore quand même nettement, dans la plupart des cas, c'est pas général, mais nettement par aération des salles. Alors pour préciser en fait du coup cette problématique de confinement, on a travaillé sur l'indice de confinement, donc l'indice ICON, que je vous remets les chaînes en fait, de l'indice ICON, où on a la situation la plus favorable qui est, on va dire, 1000 ppm, et la situation la plus défavorable qui correspond à 1700 ppm. Et le tableau en dessous montre pour la période hivernale et la période estivale la synthèse en fait, des indices ICON qui ont été relevés dans les salles de classe. Donc on voit que la valeur ICON de 3 à 5, en fait, les valeurs ICON de 3 à 5 sont quand même relativement fréquentes dans ce qu'on a mesuré. Donc ce qui met vraiment bien en évidence cette problématique.
Et de nouveau, en fait, on a des résultats qui sont vraiment en lien avec le nombre d'ouvrants, en fait, les pratiques d'ouvrants, la manœuvrabilité aussi de ces ouvrants. Alors on a essayé, en tout cas, de regarder un petit peu l'efficacité des pratiques d'aération des fenêtres. Donc c'est très compliqué, en fait, parce qu'on ne peut pas avoir deux situations quasiment identiques. Et on a regardé, donc vous voyez en fait sur ce graphique-là, on a à la fois la température et les concentrations en dioxyde de carbone. Et puis si vous regardez la courbe, on a deux courbes de température en haut là. La première courbe, la température en bleu marine, correspond au CO2 qui est représenté en rouge. Bon, je sais que la courbe n'est pas facile d'appropriation. Donc la première courbe, et en fait on était sur des journées où la première journée on a eu en température un pic de température certainement dû en fait à un ensoleillement aussi important, et ce jour-là il y a eu une ouverture de fenêtre, et donc l'ouverture de fenêtre en fait on la voit sur la courbe rouge. On a pris une journée qui était proche, on va dire proche en température, mais où il n'y avait pas en fait du coup cet ensoleillement qui a provoqué une ouverture en fait du coup des ouvrants. Et puis on voit tout de suite qu'on n'était pas sur des concentrations de CO2 de la même gamme. On avait quasiment un différentiel de 850 ppm entre ces deux situations. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on n'est pas sur des situations strictement identiques, bien évidemment, mais c'était pour avoir un ordre de grandeur de ce qu'on pouvait en fait du coup avoir comme gain en concentration de dioxyde de carbone quand on pratiquait en fait l'ouverture des ouvrants. Alors, en ce qui concerne le formaldéhyde également, un polluant à enjeu de manière nationale et puis aussi dans les écoles. Là, je vous montre deux courbes. Alors, pour une école, là, celle qui est située en bordure en fait d'une autoroute, on a les concentrations hivernales à gauche, les concentrations estivales à droite, avec à chaque fois le même code. Donc en vert, l'absence des élèves, en bleu, la présence des élèves, et puis aussi l'activité ménage qu'on a essayé de caractériser au mieux. Alors ce qu'on peut tout de suite voir, c'est que en fait, déjà, de manière générale, on a eu des résultats assez hétérogènes en fait, pour les 3 écoles qui ont été testées. Les concentrations les plus élevées en fait, ont été relevées en période estivale. Le formaldéhyde est un composé volatile. Et en présence des élèves, les concentrations en fait, en formaldéhyde, comme on peut le voir sur la courbe de gauche, peuvent être plus élevées en fait, que les concentrations en absence des élèves. Ce qui montre aussi, en fait, on revient sur le lien entre les pratiques, le confinement, l'accumulation de polluants, etc. En ce qui concerne le dioxyde d'azote, donc cette courbe montre les concentrations au dioxyde d'azote qui ont été relevées au sein d'une école, celle qui est située en fond urbain, à chaque fois pour ce même code de couleur. Donc là, on avait, on va dire, des concentrations qui étaient, relativement, on va dire, proches en absence et présence des élèves, mais on a quand même en présence des élèves, comme vous pouvez le voir, des valeurs légèrement supérieures. On a le cas aussi spécifique de la salle 1, où on a vu qu'effectivement, là, on avait vraiment une différence entre la présence des élèves et puis la situation de fond. Il n'y a pas forcément de source en fait, de dioxyde d'azote dans les salles de classe, mais en fait, là, de la même façon, on peut avoir une accumulation qui peut être relevée. Et cela se traduit, en fait, du coup, si on regarde cette même courbe, qui va traduire, en fait, là, on n'est plus sur des concentrations, on est sur un ratio. Le ratio, en fait, du coup, intérieur-extérieur, qui va permettre, en fait, de caractériser le transfert des polluants qui viennent de l'extérieur. Donc là, on a trouvé des valeurs qui étaient très proches, en fait, des données bibliographiques, avec un ratio intérieur-extérieur pour le dioxyde d'azote proche de 1, donc inférieur à 1 dans la plupart des cas. Et on a aussi ce ratio qui, du coup, par rapport à la courbe que je vous ai montrée précédemment,
qui sont, on va dire, un peu plus importants en période hivernale. En ce qui concerne les particules, alors pour les particules, comment dire, là on a les concentrations en particules qui sont à la fois en PM10 pour la courbe du haut et en PM2,5 pour la courbe du bas. On peut relever là, c'est très très visible hein, sur ces graphiques-là, hein, on a des concentrations donc du coup en particules en présence des élèves qui peuvent être de 2 à 10 fois supérieures à ce qu'on va trouver quand les élèves ne sont pas présents. Donc là, en fait, voilà, l'hypothèse, c'est bien aussi voilà, de mettre en évidence en fait, les phénomènes de remise en suspension des particules. Notamment, en fait, on a fait le lien avec nos questionnaires. En fait, c'est vrai que en fait, par rapport aux activités scolaires et au mouvement des élèves, on a des concentrations parfois très élevées dès qu'il y a, on va dire, mouvement dans les salles de classe. Et puis on le voit très bien sur ces graphiques-là. Bon, je ne vous indique pas, bien sûr, la comparaison aux valeurs réglementaires, parce qu'il aurait fallu que je vous explique voilà, plus précisément en fait, la situation de chacune des écoles, les concentrations qu'on a à l'extérieur. Donc là, on arrive à une analyse beaucoup plus fine. Mais bien sûr, je me tiens à votre disposition si ensuite vous voulez des données, on va dire, plus fines. En ce qui concerne donc les particules, on a aussi essayé de regarder l'impact du ménage, parce que bon, on a fait l'impact voilà, de toutes les activités en fait. Là, je vous fais un focus sur le ménage. On a regardé l'impact de toutes les activités et ce qu'on a trouvé. Donc, vous avez en fait le CO2 qui va représenter du coup le confinement, donc en rouge. Vous avez la courbe de PM10 en bleu et la courbe de PM2,5 en vert. Et ce qu'on a relevé à plusieurs périodes, ce sont des concentrations voilà, de 2 à 3 fois plus élevées en période de ménage par rapport à l'occupation des salles, hein, notamment en hiver. Donc, en même temps, on revient toujours à cette problématique d'aération pendant les périodes de ménage. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est assez, comment dire, flagrant. Alors ça, on a pu le faire effectivement parce qu'on a fait une analyse très très fine de cette période-là, à la fois avec les questionnaires et à la fois avec notre analyse des niveaux de bruit dans les salles de classe. Alors, quelle est la part en fait, voilà, du transfert extérieur-intérieur sur les particules? Là, on revient en fait du coup sur notre indicateur, hein, le ratio intérieur sur extérieur, donc à la fois en absence des élèves et en présence des élèves. Et puis bon, voilà, ça illustre déjà ce que je vous ai montré précédemment. Hein. C'est qu'on a un ratio, on va dire, en absence des élèves, on a bien sûr, comment dire, le transfert des particules à l'intérieur des écoles. Et effectivement, en fait, cette partie voilà, de resuspension fait que dans les écoles, on a du coup ce ratio qui est relativement élevé. Et puis, on l'a bien sûr noté que ces concentrations en particules sont directement liées à ces activités au sein des classes. Alors, en ce qui concerne les composés organiques volatiles, donc là on est vraiment sur une source uniquement intérieure, hein, principalement. Donc là en fait, j'ai essayé de vous montrer en fait pour deux écoles en fait des graphiques qui à la fois représentent les évolutions du dioxyde de carbone avec les composés organiques volatiles. Donc vous avez à chaque fois, en bleu, les composés organiques volatiles totaux, et puis en vert, les composés organiques volatiles légers. Donc là, en fait, on a une assez bonne corrélation, finalement, entre le CO2 et les COV. Hein. Voilà, une corrélation qui peut être voilà, correcte. On a voilà, mis en évidence des pics hein, de composés organiques volatiles, totaux, et puis que ça se répercute sur les composés organiques volatiles légers, qui ont pu être mis en fait du coup en lien avec des activités réalisées par les enfants, donc l'utilisation de feutres, peinture, voire même dans certaines écoles l'utilisation voilà, d'huile essentielle, hein. Voilà, de choses comme ça. Et donc ce qui traduit en fait ces pics de concentration qui ont été assez visibles sur nos relevés.
Par contre, bon là, je ne vais pas, comment dire, parler de manière plus large, mais sur les écoles qui ont été, comment dire, échantillonnées, le ménage n'a pas semblé être source de composés organiques volatiles. Mais ça peut être le cas, effectivement, dans certaines écoles, en fonction de, voilà, des produits qui peuvent être utilisés. Donc là, ça nécessite bien sûr un diagnostic école par école. Alors, je vais bientôt finir, hein, pour rassurer Corinne. Je vais juste finir sur les niveaux de bruit dans les classes, hein, parce que c'est un paramètre quand même important. Donc là, je vous montre, comment dire, du coup, ben, voilà une analyse des niveaux de bruit, en fait, hein, au cours de la journée scolaire. Hein. Le bruit de fond, l'arrivée de l'enseignant, enfin voilà, ça nous donne vraiment l'indication des niveaux sonores. On est sur des niveaux de bruit dans les classes qui ont été majoritairement inférieurs à 65 dB. Et qui, en fait, 65 dB, c'est la recommandation de l'OMS, hein, qui date de 2001, qui dit que dans les salles de classe, pour avoir une bonne compréhension de la parole de l'enseignant, c'est ce niveau-là qui a été reconnu. On le retrouve, hein, dans plusieurs bibliographies. Et on a, on va dire, si on voit tout de suite le niveau de bruit de fond, qui est très légèrement supérieur à 35 dB. Donc là, c'est pareil, c'est une recommandation de l'OMS en termes de bruit de fond dans les salles de classe. Et puis, bon, il y a peut-être quelques pistes d'amélioration de ce bruit de fond, peut-être avec aussi le réglage parfois de systèmes de ventilation ou l'isolation du bâtiment. Et juste pour vous montrer, en fait, du coup, la corrélation entre les niveaux de bruit extérieur et intérieur. Donc, en jaune, vous avez le bruit extérieur. Donc là, pour deux écoles. Et, comment dire, en bleu, le bruit dans les salles de classe. Alors vous voyez, le bruit dans les salles de classe, le bruit de fond est très inférieur en fait du coup au bruit qu'on peut avoir à l'extérieur. On a relevé au niveau des écoles qui ont été testées une isolation des bâtiments qui était correcte, hein, qui correspondait à peu près à 17 dB. Hein. Donc en bruit de fond, on descend bien par rapport à ce qu'on peut retrouver sur l'extérieur. Et puis on a, comment dire, en fait, quand on a la présence des élèves, hein, on visualise très bien ces activités-là, on retrouve à peu près le niveau, on va dire, le niveau extérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en fait, on a aussi fait le constat, hein, dans les écoles que, en fait, l'ouverture des ouvrants était parfois un peu compliquée quand on avait beaucoup de bruit à l'extérieur, parce qu'effectivement, là, par exemple, dans les écoles, si on ouvre une fenêtre, on va, comment dire, rajouter le bruit de l'extérieur à l'intérieur. Et en fait, quand on rajoute comme ça une source extérieure, en fait, ça ne s'ajoute pas. En fait, ça va conduire en fait à une augmentation du niveau de bruit de 3 dB. Donc, quand on est à des seuils, on va dire, on l'a vu, hein, on est à des seuils par rapport aux recommandations de l'OMS qui sont, on va dire, déjà limites. Hein. Si on ouvre la fenêtre, c'est vrai que le bruit extérieur va amener aussi une augmentation des niveaux sonores qui peut être quand même importante. Donc ça peut être une difficulté aussi pour certaines salles de classe. Donc c'est une étude relativement fine. Là, je vous ai fait un panorama le plus rapide possible qui montre quand même l'impact dans l'environnement extérieur, hein, puisqu'on a bien différencié les présences et les absences des enfants. On a mis en évidence, je pense, la plupart des enjeux aussi qui ont été déjà, pour certains, reconnus dans la bibliographie, hein, et donc on est sur une étude qui montre que ces enjeux-là sont encore d'actualité aujourd'hui, hein, alors que ce sont des choses qu'on retrouve depuis un certain nombre d'années, comme on l'avait indiqué. On a parfois des difficultés à diminuer l'exposition des enfants dans les classes, hein. On parle d'aération. Donc l'aération, ça nécessite aussi de regarder effectivement en termes d'ouvrants, faciliter les ouvrants, hein. On a, aussi la problématique du bruit, hein, qui peut être source aussi de réflexion, peut-être sur l'exposition des salles, peut-être privilégier des salles qui ne sont pas côté voirie quand c'est possible. Alors, on sait que dans toutes les écoles, ce n'est pas possible en fait d'appliquer des recommandations comme ça. Et puis suite à ça, on a précisé ou formulé 10 recommandations pour essayer d'améliorer la qualité de l'air et le bruit. En fait, on a aussi des enjeux. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on va avoir aussi des enjeux liés aux conditions climatiques, hein, avec l'ensoleillement. Donc là, il y a peut-être des choses aussi à étudier au niveau des écoles, notamment en période estivale. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais aussi, le sujet des rues scolaires,
qui va permettre peut-être aussi de diminuer les polluants venant de l'environnement extérieur. Donc le CEREMA actuellement a un projet justement sur l'évaluation qualité de l'air de rue scolaire. Et voilà, si vous êtes une collectivité intéressée pour participer à cette évaluation qualité de l'air et bruit, voilà, vous pouvez contacter le CEREMA. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christine. Alors, nous avons un tout petit peu dérapé sur le temps, mais Camille, j'espère qu'on peut prendre 5 minutes pour quelques questions. Hop, oui, madame. Ça marche ? Ok, merci. Clémentine Flocon, Ville et Eurométropole de Strasbourg. Je me posais la question sur est-ce qu'il est envisagé de communiquer ces résultats aux parents et à l'équipe enseignante, et si oui, comment ? Nous, c'est une étude que l'on a faite voilà, en lien avec une collectivité, en lien avec la DREAL. Donc effectivement, ensuite, les résultats ont été partagés. Et bon, ça a relevé ensuite en fait, de la collectivité à pouvoir mettre en place des actions. Voilà, il y a cette communication, mais il y a aussi un plan d'action qui peut être mis en œuvre en fait, pour essayer d'améliorer l'exposition. Et c'est vrai que ce qui serait intéressant, et on ne l'a pas fait dans le cadre de ce projet-là, ça n'a pas été possible, c'est de faire un suivi. Ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre en œuvre des actions et de réaliser en fait, du coup, un suivi précis, peut-être aussi précis que cette étude-là. Une question en ligne. Alors, il y avait une question en ligne. Alors, est-ce que vous auriez des pistes pour lutter contre la remise en suspension des particules dans les classes ? Ça, c'est un grand sujet. Autant sur l'extérieur, c'est une problématique aussi extérieure, parce qu'on retrouve cette problématique de remise en suspension. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est sur la pollution extérieure. Si les véhicules, en fait, les technologies au niveau des véhicules s'améliorent, on a de moins en moins de particules à l'émission, bien sûr. On a des problématiques de resuspension des particules. Donc on peut essayer de plaquer les particules. Alors après, il y a peut-être aussi des techniques de ménage qui peuvent être un peu différentes en essayant de davantage supprimer les particules plutôt que de les disperser. Mais ça nécessite encore des études supplémentaires pour voir vraiment comment on pourrait envisager des actions les plus efficaces possibles. Peggy Démêtre, Atmo Hauts-de-France. Juste une précision, donc on avait travaillé avec le CEREMA justement en lien avec la ville de Lille en 2013-2014, donc effectivement ça date sur ce sujet-là où justement, je vais reparler du NO2, mais on avait bien montré, on avait eu là 2 écoles pour le coup, pas 3, mais que la proximité d'axes routiers, notamment la rocade de Lille, avait une incidence particulière sur l'exposition de certaines salles de classe justement au NO2. Donc on avait pu modéliser tout ça. Et puis on avait montré aussi pour un des 2 bâtiments qui est équipé de 2 centrales de traitement d'air qu'avec le suivi des concentrations en CO2, on avait justement une CTA qui était en panne et on avait bien vu que les concentrations en CO2 ne redescendaient pas. Donc c'est des choses qui peuvent être importantes aussi sur la vie du bâtiment quand on a ce suivi régulier du confinement au niveau des salles de classe. Et du coup, le rapport est en ligne si vous souhaitez le consulter. D'accord, merci. Et oui, alors ça m'amène à une réflexion, c'est que même si on a des connaissances générales, on voit bien l'utilité parfois de faire un diagnostic précis. En fait, un suivi précis, parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes actions selon les écoles et selon les environnements. Denis ? Oui. Dans les études épidémiologiques, on compare la santé respiratoire des enfants dans l'école aux résultats donnés par les stations de mesure la plus proche. Mais est-ce qu'on a des éléments pour connaître l'influence justement de la distance quand même qui sépare la rue de l'école et l'influence éventuelle d'un mur aussi qui ferait barrière, donc, de manière à pas obligatoirement assimiler la qualité de l'air dans l'école à la qualité de l'air qui est dans la rue, qui passe immédiatement à proximité. Et ça, en fait, ça, je ne vous ai pas montré, je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais effectivement, l'objectif de ces mesures précises, c'est que
Voilà, on a des stations à Atmo qui sont disposées et du coup, on est vraiment allé tout près de l'école pour comparer, en fait, du coup, l'effet de la route par rapport à l'effet, par exemple, même de la cour d'école, hein. Il y a pas mal de questions qui vont aussi concerner, par exemple, la qualité de l'air extérieur au niveau de la cour d'école, qui peut être différente, en fait, de la route qui est peut-être derrière un bâtiment. Donc ça, on a des données là-dessus. Bon, là, c'est plutôt sur les écoles qu'on a testées, bien sûr, mais qui nécessitent... ça montre aussi l'intérêt, parfois, de poursuivre des mesures complémentaires pour pouvoir, du coup, voir l'impact à chaque fois de la configuration de l'école aussi, par rapport à cette voie.